Bonsoir. Bienvenue à cette table ronde qui s'appelle Animal Farm. Nous allons parler des animaux. Je vous présente mes intervenants. Donc Lika, qui est auteure, éditrice et coach en créativité. Mélan Doris, qui est aussi romancière et scénariste, et qui a une formation de biologie et qui est aussi prof de SVT. Tout à fait à gauche, François Moutou, qui est docteur vétérinaire, épidémiologiste, et très engagé dans la défense des animaux sauvages. Voilà, vous avez vu qu'il est très engagé. Et Stéphane Legrand, qui est chercheur à l'INRA, qui travaille essentiellement sur les animaux d'élevage. Je vais vous expliquer aussi tout à l'heure exactement cet exercice. Pour en introduction de cette table ronde, je ne sais pas si vous avez lu la présentation qui était donnée dans le programme de Utopial. On parlait de Laika, qui est la première terrienne, première être vivant terrien à être allé dans l'espace et qui mourut 5 heures après le lancement du satellite. Alors moi, pour démarrer, je voudrais juste rappeler qu'il y a aussi un animal français qui est allé dans l'espace. Enfin, le premier animal français qui est allé dans l'espace, c'était une petite chatte qui s'appelait Félicette. Elle est allée dans l'espace le 18 octobre 1963. Et elle est revenue. Voilà. En revanche, on l'a euthanasiée 3 mois après parce qu'on lui avait implanté des électrodes dans le cerveau et il fallait récupérer les données. Donc, j'ai trouvé bien qu'elle revienne, puis après on l'a euthanasiée. Donc bon, c'est un petit peu la même histoire. Quoi, voilà. Pour commencer, je voudrais peut-être, François Moutou, que vous nous rappeliez les différentes définitions, pas différentes définitions, mais les catégories d'animaux. Vous expliquez ça en introduction de votre dernier ouvrage « Et si on pensait aux animaux ?» Et j'aimerais que, comme ça va poser le débat clairement sur les différentes catégories d'animaux. Alors, si on veut faire, juste pour commencer, pour vous détendre un peu, bon, en gros, il y a les gentils et les sales bêtes. C'est une façon de voir le monde. On peut dire aussi qu'il y a les comestibles et les pas comestibles. C'est une autre façon de voir le monde. Alors, il y a d'autres façons également. Il y a des façons plus scientifiques qui reposent sur l'appréhension que nous avons nous-mêmes de cette diversité. Et simplement, si on pense à l'esprit de cette table ronde, on peut imaginer les animaux qui sont sans relation particulière avec notre espèce, que nous appelons les animaux sauvages. Et il y a une catégorie très particulière qui s'appelle les animaux domestiques. Et au sein de ces animaux domestiques, qui sont des animaux qui ont été créés par nous, à partir de quelques espèces sauvages. Et pensez qu'en général, ce n'est pas très bon pour l'espèce sauvage de source. On a exterminé l'ancêtre de tous les bovins. On ne connaît pas vraiment l'ancêtre des chevaux domestiques, on ne connaît pas le dromadaire sauvage. Enfin, en général, la domestication, ça concerne peu d'espèces et ce n'est pas du tout une forme de conservation de la source sauvage. Et donc, simplement, il y a 2 catégories au sein de ces animaux domestiques. Ceux qu'on élève pour les services, alors qu'ils nous donnent, le mot donné peut être discutable et discuté. On n'est pas convaincu que les vaches donnent le lait spontanément pour qu'on fasse des fromages ou des yaourts. Et on n'est pas du tout convaincu qu'elle donne leur beau sentiment pour les escalopes. On est tout à fait d'accord que l'expression donnée est un point de vue tout à fait anthropomorphique et sans doute pas forcément partagé. Et puis vous avez les animaux de compagnie que nous élevons pour leur présence, pour le compagnonnage, c'est exactement le sens du terme. Et là-dedans, depuis sans doute très longtemps, mais là ça prend une tournure un peu différente, on inclut des animaux non domestiques qui deviennent des animaux de compagnie exotiques et qu'on prélève dans la nature, que parfois on élève dans des centres de reproduction. Et le paradoxe, c'est de dire j'aime les animaux, la preuve, chez moi j'ai un iguane ou j'ai un perroquet d'Amérique du Sud. Si ça se traduit par la mort de dizaines d'individus sur le chemin entre la forêt d'Amérique et mon appartement, c'est une forme d'aimer qui tue beaucoup quand même, qui fait des dégâts. Donc il y a des façons d'aimer les animaux qui sont paradoxales par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les animaux. Donc voilà, c'est ce petit panorama que je pourrais vous proposer pour commencer. Lika, il me semble que vous intéressez au statut juridique des animaux, aux droits des animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, en tant qu'auteur de science-fiction, je m'intéresse effectivement à la place de l'animal dans nos sociétés et à la place de l'animal dans nos sociétés demain. Avec un questionnement effectivement sur le statut juridique de l'animal. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours considéré comme un meuble. Oui, j'ai appris ça, oui. C'est en train de changer. Je ne sais plus si c'est dans votre ouvrage, je pense que j'ai vu que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens.
Voilà. Donc, alors est-ce que c'est des meubles enfin, voilà, j'ai appris que mon chien était un objet, quoi, que c'était quelque chose qui m'appartenait. En fait, dans le droit français, vous avez des codes. Le code rural, le code de l'environnement, le code civil, et dans chacun de ces codes, l'animal est différent. Il n'y a pas d'harmonie entre les codes. Si je prends simplement le code rural, les animaux sont êtres sensibles. Dans le code de l'environnement, ils ne sont pas êtres sensibles. Donc, vous êtes éleveur de faisans, là. Vous avez une ferme de faisans, vous les élevez, donc vous êtes agriculteur, et vous êtes code rural, vos faisans sont sensibles. Vous les lâchez le jour où il faut les lâcher pour les libérer dans la nature pour la chasse qui va suivre, ils passent sous le code de l'environnement et les mêmes individus faisans ne sont plus êtres sensibles. Expliquez-moi comment c'est possible. Dans le droit français, c'est ce qui se passe. Et le code civil est arrivé par derrière, et en gros, le code civil gère l'achat et la vente des biens qui appartiennent à un propriétaire, et vous avez deux types de biens, les mobiles et les immobiles, les meubles et les immeubles. Les animaux sont mobiles. Et donc, dans le code civil, on disait les animaux sont des meubles. Alors, c'est pas tout à fait pareil qu'une chaise ou une table. C'est dans le code civil la distinction entre ce qui est mobile et ce qui ne l'est pas. Et le code civil, depuis 2015, a changé une catégorie pour les animaux pour être effectivement non plus des meubles, le terme étant parfois mal compris, mais des êtres reconnus avec une sensibilité. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose pour les affaires commerciales. Le fait qu'ils soient des biens, c'est aussi une raison de responsabilité, j'imagine. C'est pour l'animal domestique qui est votre propriété. Oui, voilà. Ça ne concerne pas du tout l'animal sauvage qui vit tout seul dans son coin. Oui, c'est dans sa relation à l'homme et dans le fait que l'homme est responsable des dégâts que pourrait faire l'animal, comme il est responsable, on pourrait dire, du bien-être ou du mal-être de l'animal. Mélanie, alors vous, on va passer à la fiction, là, parce que vous travaillez sur les animaux. Dans votre œuvre, il y a des hybrides, il y a des animaux anthropomorphes. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette thématique? Pourquoi vous avez fait des pandas qui sont c'est pas des pandas, c'est des blaireaux qui sont des gardiens. Les pandas, c'est des tigres qui sont les chefs, voilà. Et pourquoi vous avez fait un petit chat qui vole voilà. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans l'imagerie que ça véhicule, peut-être aussi de façon métaphorique? En fait, moi, je me suis jamais posé la question de la distinction entre l'homme et l'animal, parce que l'homme est un animal. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai étendu, à la limite en fiction, puisque j'ai le droit de le faire, la conscience humaine à l'animal, et je me suis permis d'aller voir comment ça se passerait si on se retrouvait avec des animaux doués de parole. Et en fait, il se passe cette chose assez merveilleuse quand on lit une œuvre de fiction où il y a des animaux doués de parole et de conscience, c'est qu'à partir du moment où on a des animaux doués de parole et de conscience, ce sont des personnes. Il n'y a plus de question à se poser de savoir est-ce qu'il a des poils, est-ce qu'il a une moustache, Voilà. À partir du moment où on fait parler les animaux, ils sont considérés par les lecteurs comme des personnes. Est-ce que c'est pas une erreur de vouloir anthropomorphiser des animaux, de leur donner des caractéristiques humaines peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas un piège là? Dans le cas de Typhon, donc, qui est mon chat hybride conçu en laboratoire, il n'est pas anthropomorphisé du tout. Les seules caractéristiques humaines qu'il a sont des caractéristiques qui sont forcément induites par son environnement. Il est le seul de son espèce, je ne suis même pas sûre qu'on puisse parler d'espèce. Et donc les seules personnes avec qui il interagit, c'est les humains. Et donc il s'accapare nos modes de raisonnement, nos modes de fonctionnement, nos façons assez roublardes de discuter et d'argumenter. Et comme c'est un chat, il y arrive très bien. Ils sont quand même doués pour ça, il faut le dire, même sans la parole. L'anthropomorphisme des animaux dans le monde d'Evernight, en fait, étant donné que le monde d'Evernight est façonné par la pensée des gens qui y arrivent, il était normal que mes animaux s'anthropomorphisent parce qu'en fait, les rêveurs étant des humains de base, c'est une espèce d'évolution logique de leur statut. Mais en fait, si on réfléchit à plus grande échelle, à partir du moment où on veut que les personnes aient du respect et conscience de l'importance d'un individu qui n'appartient pas à son espèce, en tout cas l'homme fonctionne beaucoup comme ça, pour considérer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de son espèce, il va falloir faire un anthropomorphisme. Ça se voit très fort dans les films de science-fiction où il y a des aliens.
Voilà, c'est-à-dire à part Abyss qui a réussi et encore. Mais voilà, on a beaucoup d'aliens qui vont se retrouver avec des caractéristiques humanoïdes en fait, c'est-à-dire une tête, 2 bras, 2 jambes, et puis généralement ils sont bipèdes. Voilà. Donc pourquoi pour que le spectateur, le lecteur, la personne en face les considère comme des personnes à part entière. Donc c'est aussi une espèce de nécessité sous-jacente. Après, ça reste un moyen pour arriver à la fin. C'est-à-dire que c'est un moyen comme un autre pour essayer de faire considérer l'alien ou l'animal comme une personne. Il y a un peu ça dans votre ouvrage, je pense à un moment, vous expliquez que les chercheurs qui étudient des animaux sauvages, au lieu de leur donner des numéros, leur donnent des prénoms, et tout à coup, ça deviennent des individus en fait. Et ça change totalement la perception qu'on a d'eux. Cette fameuse question de la conscience, ou pas du tout chez l'animal, chez d'autres. Alors, en plus, animal au singulier, c'est malhonnête, c'est inexact. Nous sommes plusieurs millions d'espèces, on en connaît d'ailleurs peut-être un petit pourcentage, même si beaucoup sont des invertébrés, des insectes, donc sont pas des... Souvent en français, animal veut dire mammifère. C'est une erreur. C'est grave parce qu'on s'associe, nous aussi avec, mais la diversité est beaucoup plus grande que ça. Et donc la notion de conscience part du fait que l'homme considère qu'il est vraiment différent des autres et que forcément il y a une barrière quelque part qui fait qu'il est protégé peut-être des autres. Et en fait, quand on cherche ce qui est le propre de l'homme, en disant c'est l'usage de l'outil, c'est la communication, c'est le langage, non. Il y a des quantités d'espèces qui savent manipuler des outils, qui savent communiquer, qui savent échanger, qui font des choses bien mieux que nous. Au niveau des sens, on est visuel, mais au niveau nez, on est nul, au niveau oreille, on n'est pas terrible. Les gammes dans lesquelles on perçoit, c'est une petite partie de ce que d'autres espèces perçoivent. Donc, ça n'a rien à voir. Mais chaque espèce est particulière. Toujours comparé à l'humain, c'est pas toujours une bonne idée. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut accepter que nous, on est humains, et il ne faut ni anthropiser les animaux, ni animaliser l'homme. Il faut chacun reste à sa place, et ça sera pas si mal. Et donc, cette notion de conscience, il y a des quantités de gens qui ont cherché à savoir si les chiens, les animaux sauvages, différentes espèces avaient ou pas de la conscience. Et c'est intéressant de lire les protocoles, et parfois on a l'impression que le but de l'équipe, c'était de démontrer que les animaux n'avaient pas de conscience. Parce que quand on voit les manips dans lesquelles on les conditionne, dans des environnements artificiels, de laboratoire, on leur met un ordinateur devant le nez, devant les pattes, ils doivent appuyer sur un bouton pour déclencher quelque chose. Mais imaginez, vous faites ça avec certains humains contemporains, un machin comme ça, il y en a qui ont vécu sans très bien, et ils n'ont aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Et ils ont une conscience comme vous et moi, puisqu'ils sont nous et moi. Et donc,